So good morning and welcome to everybody. Et bonjour à tout le monde pour cette première session de cet événement qui a été convoqué au sujet des 25 ans de l'Union pour du processus de Barcelone. I will thank the organizers for inviting me to this event. It is an opportunity for me to be back to the Mediterranean affairs, and particularly to the challenges of intercultural dialogue in the Euro-Mediterranean region. Intercultural dialogue has been part of my professional life and part of my personal dreams, so I am pleased to be here with a panel of well-known personalities and friends, Ambassador Nabil Al-Sharif, Tahar Ben-Jelloun, and Naila Tabara. To all of you, good morning, and thank you for your participation. The problem, we cannot move the pages easily with a mask, you know? So our debate takes place when the European Union and the southern partner countries are facing huge challenges, as it has been said previously. It is not my role to list all of them, but I cannot avoid to mention the impact of COVID-19 on either shore of the Mediterranean. The coronavirus has exacerbated all the existing problems in the north and in the south of the Mediterranean, and I am sure it will be taken into account by the participants in order to tell us about the new challenges for intercultural dialogue in the COVID world and in the post-COVID world. Our debate takes place, as I said at the beginning, 25 years after the Barcelona Declaration, which opened a new process in the Mediterranean region. And one of the crucial goals of the Barcelona process was to promote an inclusive dialogue in the region. In fact, the creation of the Anna Lindh Foundation some years later was a landmark in such a perspective. In order to fulfill this objective of intercultural dialogue, the Barcelona process emphasized the role of civil society. This role is more relevant than ever to obtain more democratic, inclusive, and participatory societies. That's why most of the questions I will ask to our participants will take into account the role of the civil society. This event has been convoked to celebrate the 25th anniversary of the Barcelona process and to underline the idea that civil society has been and should be a central actor in Euromed dialogue. So how we will proceed now in the debate, there will be a question for all the three participants, the same question for all of them. They will have 10 minutes to answer this question, and later there will be a specific question for each one of them, taking into account that they come from different perspectives, countries, and experiences. I will open the debate with the general question for Dr. Al-Sharif, who's the current director of the Anna Lindh Foundation, an institution well known by all of you and based in Alexandria. I don't have to make the whole CV of Dr. Al-Sharif. He has a long curriculum, participating as an ambassador, as a politician in Jordan, and most important for us, as a man absolutely involved in intercultural dialogue in the Eastern Mediterranean. So my question for the three people, and starting with Ambassador Al-Sharif, is what do you think are the keys and instruments needed to promote a true dialogue between the different European and Mediterranean societies, countries, and cultures, particularly in the new context we are living right now, 25 years after the Barcelona Declaration?
Dr. Al Sharif, the floor is yours. Thank you so much, Mr. Claret, and I'm very happy to be with you all today. And my greetings to the audience, the participants. And I will start by answering your question, Mr. Claret, by saying that the dialogue, the Euro-Mediterranean region, where the Annalen Foundation has its mandate to operate, starts from the deep belief of an equal partnership among all people and countries around, and countries involved, and the translation of this understanding into operational mechanisms to ensure that all parties, independently from their geographic, cultural, religious origin, have the same opportunities to participate and express themselves in a safe space. Speaking of intercultural dialogue across the Euromed region in September 2020 is in some ways completely different from dealing with this topic a year ago. But at the same time, some of the needs that I will be referring to in relation to the promotion of intercultural dialogue are the same as 25 years ago when the Barcelona process and the Euro Mediterranean Partnership were launched. As director of the Annalen Foundation, I feel invested with an important mission for the people of the region as I humbly lead the institution created and mandated by the government of this space to promote social and cultural cooperation between people, the north and south of the Mediterranean, and within these societies. As I said, when speaking of intercultural dialogue in 2020, we need to take into consideration the circumstances created by the outbreak of the pandemic COVID-19 that has stricken with its strength all the populations of the world, and that is impacting our way of life and outlook of the relationship with others. At the beginning of the pandemic, measures were taken in all sectors of society, and also the Ireland Foundation took some immediate measures. However, it is clear now that we need to adapt our way of thinking and working to a situation that will be longer in time and whose effects might be long term. The assessment of the current situation and our experience at the heart of the identification of the right tools and measures for the promotion of intercultural dialogue in the Euromed region. So I'd like to share with you the results from a consultation process carried out by the Ireland Foundation with its different communities of stakeholders, including civil society representatives, youth, educators, media, and institutional partners during the past weeks. The pandemic has made challenges related to diversity and mutual perceptions more visible through the increase, unfortunately, in racism, prejudice, and negative stereotypes. Particular concerns were flagged regarding discrimination, hate speech, racial profiling, and fake news, especially on social media. Mobility limitations are undermining fundamental freedom due to quarantines, lockdown, and travel restrictions. Border closures to contain infections and social distancing has constrained the possibility of direct engagement, interaction, and dialogue.
in people, lack of mobility opportunities is particularly frustrating young people. Sudden shift from face to face to remote learning and virtual interactions, or broadly light on difficulties adjusting to virtual formats and reaching target groups due to unequal access to the internet among disadvantaged and marginalized groups such as refugees and migrants in both European and southern Mediterranean countries. This is reinforcing the digital divide and is highlighting the need for investment in the digital infrastructure as well as the development of digital skills and literacy. Civil society at large expresses concern for access to funding. Planning has become more challenging with an unpredictable time frame and with skills to be acquired to turn planned work programs into virtual ones, or with measures taken into consideration limitations of mobility. The need has been deemed imminent, pressing to support the development of organizational resilience and innovation, and to support CSOs in their transition to the digital age, shifting to more localized work and foreseeing flexible funding models invest in cascade funding schemes to include small organizations as well as operational and long-term funding. Women are among those suffering the most from the aftermath of the pandemic. There is also a risk to witness the gender imbalance growing even further with the economic crisis looming large and the closure of educational institutions is a serious threat. On the other hand, we have also registered some positive effects on intercultural relations, which include enabling people to step out of their comfort zone and rethink of intercultural dialogue, intercultural learning, and intercultural relations more broadly. In the majority of the Euro-Mediterranean countries, the raising of solidarity and the media attention dedicated to these initiatives, whose leaders are often young people, women, and migrants, is highlighted, which is another strong motivation to build the ALF message, the Annalyn Foundation message for dialogue and solidarity at the local and regional level. Advantages of the shift to virtual exchanges include the reaching out to a wider audience, exploring innovative and creative methods, exchanging practices and experiences among peers, as well as the closer interconnection between the global and the local level with, will, which mutually support each other, deepening of existing relationships and a very powerful tool to counter the fueling of the stereotypes across the region. Nevertheless, the Annalyn Foundation stakeholders have reiterated the importance of face-to-face interaction. The pandemic as an opportunity to environmentally sustainable working model as a temporary break on global CO2 emissions due to shutdown traffic and need for environmental awareness actions to support and build on the environmental gains that the international community is doing. I believe that we can draw from this analysis important lessons for the measures to continue our work for dialogue, which has to be built on the structures and
programs established in the past 15 years has also reformed itself in a reality that's changing all around. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Ambassador, for your uh, contribution and particularly for sharing with us the consultation process carried out by the Annalene Foundation, which is very, very relevant. Je vais maintenant donner la parole à mon ami Tahar Benjeloun, qui n'a pas besoin de beaucoup de présentations. C'est un écrivain, un poète que nous avons suivi, qui a illuminé nos rêves et nos besoins littéraires depuis très longtemps, et qui est un homme absolument compromis engagé dans le dialogue méditerranéen. Donc, Tahar, bonjour et merci d'être avec nous. Et je vous pose donc la même question qui a été posée à l'ambassadeur. Quelles sont, selon vous, les clés et les instruments nécessaires pour promouvoir un véritable dialogue entre les différentes sociétés, pays et cultures européennes et méditerranéennes, particulièrement dans le nouveau contexte que nous vivons dans la région? La parole est à vous, Tahar. Merci. Bonjour à tous. Vous Oui, m'entendez oui, bien? ça va. Allez-y. Ok. Je remercie d'abord les organisateurs de cette réunion, malgré les difficultés actuelles dues au Covid. Merci vraiment. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à travailler, à échanger entre nous. Et j'espère que ce cauchemar sera bientôt terminé. Alors, en ce moment, il y a dans le monde comme un goût amer. Le Covid est arrivé comme un prophète de malheur. Et rappeler à l'homme, qu'il soit riche ou pauvre, puissant ou faible, noir ou blanc, qu'il est l'humanité entière et que les divisions qu'il a créées pour se protéger sont artificielles et sans fondement. Les puissants actuels dans le monde, je veux parler particulièrement de puissants qui nous inquiètent. Ils sont en Amérique, en Russie, en Chine, en Turquie. Ces puissants-là blessent chaque jour qui passe l'humanité dont ils ont l'apparence et ils n'ont pas d'âme. Mais je voudrais revenir à la Méditerranée, notre Méditerranée. Sur la route longue, ardue, imprévisible, compliquée du monde, l'homme ne sait pas ou plutôt refuse de savoir que pour qu'il puisse vivre et s'épanouir, il faut qu'il partage. Il ne s'agit pas de partager de l'absolu, mais nos imaginaires, nos pensées, nos recherches et découvertes sont pour tous. Ce n'est pas l'idée que de les mettre à la portée de tous. Chacun de nous est un archipel de diversité. Nous sommes tous différents, mais nous sommes semblables. Nous nous ressemblons et nous sommes condamnés à vivre ensemble dans une planète qui nous appartient et qui nous possède. Jusqu'à présent, on l'a assez traitée. Elle souffre et nous le fait savoir par la colère des océans, le feu des forêts et puis les virus qui voyagent et tuent. À ce propos, notre belle Méditerranée a été salie, souillée, humiliée par une pollution des hommes qui l'ont considérée comme une immense poubelle. Là encore, notre vigilance n'a pas été à la hauteur et n'a pas réussi à tenir propre notre belle Méditerranée. C'est par la culture, tout ce que l'imaginaire de l'être a créé, inventé, valorisé, mettre en la lumière du savoir, toute la poésie du monde, toutes les musiques, les livres, les ballets,
les inventions, le rire, l'humour et l'amour, tout cela fait que le monde est vivable et que la vie mérite d'être vécue pleinement, avec passion, avec ivresse et folie. Vous avez remarqué que le Covid a empêché tout ce qui fait la vie. Il est contre les rencontres, contre les échanges, contre l'amour, contre l'amitié, contre les solidarités. Il nous a tous condamnés à l'isolement forcé, à sa solitude horrible, qui fait que nous ne pouvons même pas donner un dernier baiser à ceux qui... Le frémissement du monde ne vient pas de la santé de la bourse, là où l'argent réel ou virtuel est roi. Non, le frémissement du monde, c'est le cœur des hommes et des femmes qui bat pour accueillir la vie, la rendre acceptable et souffre. Il faut tendre l'oreille et entendre les voix du monde qui oscillent par la vie livrée dans le se reconnaître dans la création des autres, dans la culture, les traditions, les rites, les inventions des autres. Se reconnaître et accepter et vibrer au sein de la culture des autres. Le poète uniqué Édouard Glissant parle de la pensée du tremblement. Pour lui, le tremblement, ce n'est pas la peur, la catastrophe, mais au contraire le refus de la servitude. L'esclavage, qui, même appelé officiellement, continue toute autre forme. Il dit que la pensée doit suivre le tremblement du monde. Pour mieux le déchiffrer, pour mieux en faire sortir la poésie dont nous avons besoin, comme nous avons besoin de paix et de dignité. Cette immense crise sanitaire a remis les pendules à l'heure, les pendules de la culture et du partage, du dialogue et de l'eau. Ce sont les pendules de la démocratie créatrice, inventive et vive, cette même démocratie qui est en train d'être assassinée par les puissants dont j'ai parlé tout à l'heure. Je parlais des Américains, des Chinois, enfin, des dirigeants américains, des dirigeants chinois et des dirigeants turcs et russes. Nous sommes fatigués de voir notre belle Méditerranée salie par tant de guerre, de brutalité et d'injustice. Elle est par la rive du pays où un barbare s'est permis d'assassiner méthodiquement son peuple avec le miel de notre pays. Il s'agit de Bachar el-Assad, le Syrien. Il a aujourd'hui, il règne sur ce pays démoli et détruit, sur un peuple dont plus de la moitié est éparpillé dans le monde. Et on l'a laissé faire. On l'a laissé faire. On a laissé assassiner son peuple. L'autre rive de la Méditerranée est devenu le plus grand cimetière marin du monde. Tant d'hommes et de femmes désespérés s'y sont noyés parce qu'ils voulaient chercher une vie meilleure pour leurs enfants. Et cette année blessée, je trouve aujourd'hui un manque de culture, d'art, de poésie et de joie de vivre. Un mot sur le drame du Liban. Ce pays que j'aime beaucoup, qui est très cher, tant meurtri par des guerres, par la corruption de ses dirigeants, par la présence au sol d'une armée de Libanais financés et armés par l'Iran, un corps étranger dans ce pays. Le Liban ne pas à se relever de la dernière tragédie d'explosion du 4 août dernier. Le Liban est le carrefour des cultures orientales et occidentales. Il était le seul pays arabe à respecter la liberté et la démocratie. C'était avant 1975, après la guerre civile, une guerre où beaucoup d'autres pays ont participé. Chacun avait des milices, chacun avait des intérêts. Aujourd'hui, on voudrait leur dire de laisser les Libanais en paix, de les aider s'ils peuvent, intervenir dans ce pays, laisser le Liban se reconstruire et se refaire, parce que le peuple libanais est un peuple extraordinaire. Bon, maintenant, on vrai dialogue. Le dialogue,
ne se fait pas dans les officiers militaires. Il se fait dans des rencontres humaines. La découverte de l'autre, quelle que soit sa religion, son origine, sa langue, sa couleur de peau. J'ai l'habitude et la prétention de dire que la poésie sauvera le monde. Je continue de le croire. Il faut chaque jour remonter les routes et les forêts des pays de sa part, celui de la lumière, de la beauté unitaire. Aller dans les sens possibles et faire confiance à l'intelligence de l'homme tout en restant vigilant. Tant de dictateurs ont exploité la disponibilité de l'homme pour la servir et l'humilier. Vous voyez comment les chefs d'État élus démocratiquement ont réagi en 2000. Très vite, ils ont fait le choix de la finance contre la vie, l'économie d'abord, la santé, la vie après, bien après. Résultat, nous sommes aujourd'hui 1 million de morts dans le monde. Quant à la culture, elle est ignorée, piétinée par les forces de ces dictateurs élus démocratiquement, mais qui sont incultes. Je suis réaliste et je crois à la culture, à l'éducation, aux rencontres humaines, au dialogue, à la discussion et aussi à la réconciliation. Je ne vois pas le monde comme un objet rose, poli ou l'homme pour l'homme. Je vois le monde dans une immense et profonde diversité, laquelle appartient à tout homme et de par le monde. La diversité, ce n'est pas un sport ou la créativité, c'est un mouvement qui bouleverse les certitudes et qui fait réfléchir. Un exemple de la honte, le laboratoire pharmaceutique Sanofi avait déclaré il y a quelques mois que s'il trouve un vaccin contre le Covid-19 et servira à tuer l'Amérique parce que les Américains ont donné plus d'argent que les Européens. Ce monde-là est à venir et ce laboratoire devrait être boycotté. Encore une fois, l'argent avant la vie, avant la santé. Cette barbarie est celle que nous vivons aujourd'hui. Peut-être, après la fin de la pandémie, on ne sait pas quand malheureusement, peut-être l'être humain changera quelque chose dans sa manière de voir le monde. On verra. Je suis réaliste et il m'arrive parfois d'être optimiste. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Tahar. Bien, malheureusement, nous avons pas mal de problèmes, comme vous voyez, de son, hein. Donc la traduction n'a pas pu être faite parce que les traducteurs ne saisissent pas suffisamment ce que disent les participants, hein. C'est Et nous dommage. le regrettons. Ce que je propose, moi j'ai saisi quand même quelques idées de Tahar qui m'ont semblé très intéressantes. Et je propose que les organisateurs nous passent par la suite, à travers le courrier, son intervention et l'intervention de tous les participants, hein. Parmi les idées que j'ai saisies, il y en a une qui est très importante, qui est celle de la fatigue, de laquelle a parlé Tahar. Évidemment, nous ne pouvons qu'être fatigués après 25 ans de peu de succès dans le dialogue méditerranéen, en voyant ce qui s'est passé en Syrie, en voyant ce qui se passe actuellement au Liban, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a une autre idée qui est très importante dans ce que tu as dit à la fin de ton intervention, c'est que le dialogue se fait entre humains, entre personnes, hein. Et c'est là où le rôle de la société civile est fondamental. Euh, Bien, tu as dit beaucoup d'autres choses qui sont très importantes, en particulier dans le contexte de la pandémie que nous souffrons, mais je ne vais pas y faire référence, j'insiste. L'intervention me semblait très articulée, et donc nous avons perdu beaucoup de nuances, et il sera nécessaire qu'elle Voyez le soit, texte que vous voyez, vous pouvez consulter. oui, que tu la passes et que les organisateurs puissent nous la faire parvenir. Rien, le texte. Rien. D'accord. Je passe la parole maintenant à Naila Tabar vous savez qui elle est. Elle est la directrice de l'Institut de gestion de la citoyenneté et de la diversité à la Fondation
à la Fondation Adian, directrice, je crois que c'est exactement ton rôle. Enfin, je ne sais pas quel est officiellement ton rôle, mais je peux vous assurer que c'est l'âme de cette fondation. Je l'ai vu travailler pendant les 7 années que j'ai passées à Alexandrie et je sais jusqu'à quel point elle est engagée dans le dialogue dans la région et dans toute la Méditerranée. Je voudrais, avant de lui passer la parole, de toute manière, lui exprimer au nom de vous tous et de ceux qui nous suivent en streaming, lui exprimer notre regret et notre solidarité pour tout ce qui se passe au Liban depuis quelque temps, en particulier pour les victimes de cette explosion terrible qui a eu lieu au port de Beyrouth. Bien, Naïla, donc c'est à vous. Vous avez 10 minutes comme les autres participants. Bonjour et merci Andrew, très heureuse de te retrouver ici. On vous entend bien, hein, ce qui est très positif. On vous entend mieux que les autres deux participants. Parfait. Donc, allez-y, allez-y. Parfait, cela me fait plaisir. Merci. Merci aussi d'avoir mentionné le Liban. Merci, Monsieur Tahar Benjaloun, d'avoir mentionné le Liban. En fait, lorsque j'ai écrit l'article pour IEMED il y a quelques mois, sur 25 ans après le processus de Barcelone, je voyais les choses plus noires qu'aujourd'hui. Et cela est très étrange. Après l'explosion de Beyrouth, nous avons ressenti une solidarité internationale avec nous qui me permet aujourd'hui d'avoir un point de vue plus positif. Parce que sans ce soutien international aujourd'hui, je ne pense pas que nous serions sur le chemin de nous relever. Bien que nous soyons très très loin, mais au moins moralement, nous sentons que nous avons un soutien avec nous et cela nous renforce. Je vais peut-être essayer de parler un peu des dynamiques qui nous permettraient d'avoir un dialogue et un discours qui ait plus de poids et un dialogue qui soit plus fructueux, euro-méditerranéen. Comme l'a dit M. Claret tout à l'heure, dans la Fondation Adian, nous travaillons bien sûr sur le dialogue, sur les rencontres interreligieuses, interculturelles. Donc, nous travaillons beaucoup sur ces dynamiques interpersonnelles. Nous travaillons aussi sur des dynamiques ou sur un dialogue politique aussi. Et ce que nous remarquons des deux cas, nous remarquons quelque chose concernant le discours, ou plutôt deux discours. Tout à l'heure, M. Benjaloun a mentionné le Liban d'avant 1975, d'avant la guerre civile. Et moi, je suis née juste avant la guerre civile. Et j'ai tout le temps entendu le discours qui disait l'âge d'or, c'était avant 75, on était ensemble, on vivait ensemble. Donc, on avait ce récit que tout va bien. Or, le fait qu'il y ait eu la guerre montre que ce n'était pas le seul récit, puisque tout de suite, on a commencé à avoir des récits dans chacune des communautés, des récits de méfiance, des récits parfois de haine de l'autre, de peur et de haine de l'autre. Donc, deux récits. Et cette question-là, ce n'est pas seulement au Liban que nous l'avons, mais je pense que nous l'avons aussi au niveau des relations interculturelles euro-méditerranéennes. Je vais m'expliquer. Avant, à la moitié du XXe siècle, on avait tout simplement le récit colonial-anticolonial. Après, on commence à avoir ces relations autour de la Méditerranée qui vont s'intensifier avec le processus de Barcelone, l'Union pour la Méditerranée, avec un seul discours où on voit que c'est la Mare Nostrum, on veut construire ensemble, on essaye de construire autour de mêmes valeurs. Et donc, on a un discours qui est civil, qui est politiquement correct et qui essaye de se fonder sur des valeurs communes. Or, ce discours n'est pas venu remplacer l'autre discours, parce qu'on n'a pas travaillé l'autre discours. Donc aujourd'hui, nous avons deux discours. Nous avons ce discours-là, voilà, qui essaye de voir le meilleur pour pouvoir aller de l'avant, mais nous avons un autre discours qui, en fait, ne nous permet pas d'avancer, parce que nous avons un discours
qui contient des récits blessés les uns des autres. Et ce discours-là, on ne l'a pas travaillé. On n'a pas reconnu les blessures les uns des autres. Après, c'est triste, mais il n'y a pas eu assez de reconnaissance de la période coloniale et de tout le mal qui a été fait. Très peu. On passe tout de suite au dialogue interculturel ou au dialogue interreligieux sans reconnaître un mal qui a été fait. Mais je ne m'arrête pas seulement à la période coloniale. Nous avons dans nos mémoires, dans nos récits, des traumatismes qui nous habitent et qui viennent de très très loin. Il y a une vingtaine d'années, il y a un groupe qui était venu au Liban dire pardon pour les croisades. Vous imaginez, 1000 ans après. Mais cela a fait vraiment, c'était quelque chose qui a répondu à quelque chose ou à une demande de reconnaissance qui était chez les peuples de cette partie de la Méditerranée. De l'autre côté, bien sûr, le discours arabo-musulman qui tout le temps voit dans l'Andalousie un moment de gloire et un âge d'or est un discours qui n'est pas perçu de la même manière de l'autre côté de la Méditerranée. Au contraire, il peut provoquer des peurs, de la méfiance, une peur du retour des musulmans qui viennent prendre notre espace public et notre vie. Donc, on a besoin de retravailler nos mémoires et nos deux discours. Et on a besoin de reconnaître les traumatismes, si vous voulez, et les blessures historiques les uns des autres pour pouvoir construire ensemble. On ne peut pas continuer à avoir deux discours, ni dire qu'il faut qu'on oublie un discours et prendre seulement le discours où on dit que tout va bien. J'ai appris en Jordanie qu'on appelle ça le discours des papillons. Ça veut dire tout va bien, le soleil est bleu, les oiseaux chantent et il y a des papillons à côté. On ne peut pas continuer quand on ne regarde pas tout ce qui est sous-jacent. Donc, ce qui doit être fait, c'est qu'on puisse avoir assez de force et d'honnêteté dans le dialogue, de dire les deux côtés ou de dire l'autre discours. Ne pas le garder seulement un discours qui est dans ma communauté, dans ma culture, dans mon groupe. Et quand je suis avec les autres, j'ai un autre discours plus civil, plus politiquement correct. Il faut apprendre à pouvoir dire les choses qui ne sont pas tellement politiquement correctes ni civiles, mais les dire dans le discours pour pouvoir construire ensemble. J'ai encore le temps? Oui, oui, encore, oui. Vous avez 4 minutes au moins. Parfait. Tout à l'heure aussi, nous nous sommes dit que nous devons nous mettre d'accord ou que nous avons des valeurs communes sur lesquelles nous essayons de nous mettre d'accord. Mais aussi, cela a été relevé par M. Benjelloun tout à l'heure, que si peut-être la question des intérêts économiques qui priment sur les valeurs. De notre côté, ou je vais parler plutôt de moi-même pour ne pas généraliser, mais moi-même, je suis parmi les personnes du sud de la Méditerranée qui ont étudié et qui ont vu l'Europe comme un phare des valeurs. La démocratie, la citoyenneté et toutes les valeurs qui sont venues avec la liberté et toutes les valeurs qui vont avec. Cependant, et la dignité humaine surtout, donc l'égalité, la liberté, la dignité humaine. Cependant, ce que nous ressentons, ou ce qui est ressenti, c'est que parfois les pays européens ne sont pas au niveau de ces valeurs. Et parfois, dans les politiques, c'est les intérêts économiques qui priment avant ces valeurs-là.
Donc, comment faire pour avoir un discours qui soit constructif et un discours qui ne soit pas vide? C'est un discours qui doit vraiment être fondé sur des valeurs, mais que ces valeurs soient vraiment vécues et qu'on ne sente pas qu'il y ait un double discours ni deux poids, deux mesures dans les relations. Ça veut dire parfois on a le sentiment, quand on parle de dignité humaine, que ce n'est pas la même dignité humaine, que la dignité humaine de l'Européen ou de l'Occidental est plus importante que la dignité humaine de quelqu'un qui est de l'autre côté de la Méditerranée. On voit ça avec les réfugiés. Et ce que je vous dis n'est pas seulement nord-sud de la Méditerranée. Je vais vous le dire, ici au Liban, je le vois avec les réfugiés syriens. On a le sentiment que les Libanais sentent que leur dignité humaine est plus importante que celle des Syriens. Donc c'est une dynamique qu'on retrouve non seulement bon, interculturellement aux deux côtés de la Méditerranée, mais entre deux pays voisins aussi, ou bien parfois entre deux communautés dans un même pays, cette question-là. Mais c'est une question qu'il faut porter ensemble. Donc, dans l'article que j'avais fait pour IEMED, j'avais écrit qu'aujourd'hui, le COVID-19 et la question aussi de ce qui se passait aux États-Unis concernant Black Lives Matter nous ont permis de penser qu'il faut démasquer un discours ou une manière de penser où on se voit nous-mêmes la norme et l'autre n'est pas la norme. Donc, il faudrait essayer de démasquer cela dans nos discours pour pouvoir rapprocher nos discours et être honnêtes les uns les autres avec nos discours et reconnaître, entendre, écouter les deux points de vue pour pouvoir construire ensemble. Je vais m'arrêter avec une anecdote pour vous dire, en préparant un peu mon mot, j'ai remarqué que mon nom de famille fait partie de ce discours contentieux, dans le sens où mon nom de famille, Tobara, en fait, vient d'un village de Castille-La Manche. Et donc, c'est un village qui a été, donc, comment dire, où il y a un général qui s'appelle marocain du nom de Tobara qui a, on dit, l'arabe Fataha, ouvert ce village. C'est le discours qui dit, voilà, on a pris ce village. Mais donc qui a conquis un village donc en Espagne, à Castille-La Manche. Et donc, vous voyez combien nous portons toujours cette histoire. Et pour moi, c'est de l'orgueil, vous voyez, mais en même temps, non, je suis du côté, mon nom de famille porte le nom de quelqu'un qui a perpétré quelque chose face à une autre culture. Donc, une dynamique de relation qui était parfois positive, mais parfois aussi belliqueuse. Donc, je me suis rendu compte de cela et comment la même chose peut porter aussi les deux côtés. C'est quelque chose à penser ensemble, je pense. Et je vous remercie d'avoir ouvert ce discours et cette discussion aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Naïla. Je voudrais souligner que vous avez parlé d'optimisme au début, ce qui est magnifique, hein, étant donné votre condition de Libanaise, n'est-ce pas? Mais c'est un peu l'essence du Liban, qui est un pays qui est toujours capable de s'en sortir et de revenir malgré les guerres, malgré les crises, malgré tout ce qui se passe dans la région. Vous avez souligné une question qui me semble essentielle et que peut-être dans la deuxième partie des interventions, d'autres participants veulent y revenir. Vous avez dit qu'il faut reconnaître les blessures. Hein. C'est quelque chose de très important et qui va au-delà de la Méditerranée. Nous voyons aujourd'hui, à travers le mouvement Black Lives Matter, que le défi est le même, hein, reconnaître ce qui s'est passé dans l'histoire des peuples, hein, parfois en allant en arrière, parfois avec des attitudes qui sont difficiles à comprendre, mais c'est certainement, il y a un besoin d'apprendre à dire les choses, comme vous avez dit, et de ne pas tomber dans le politiquement correct. Hein. Et je soulignerai aussi que vous avez fait une critique d'une certaine manière aux Européens, aux pays de l'Europe, à l'Union européenne, qui parfois donne l'impression de ne pas être capable de développer
les valeurs qui ont été au cœur de la création même de l'Union européenne lors du traité de Rome, hein, ce double standard qui existe parmi beaucoup de pays européens quand il est question de parler d'immigration ou de parler de questions qui touchent à la sécurité ou qui touchent au bien-être des personnes. Bien, nous passons donc à un deuxième round d'intervention. We will move now to a second round of speeches, shorter, just 5 minutes each one of you, please. And we will start with Ambassador Nabil Al-Sharif. You talk a lot about the Al-Ain Foundation in your first speech, Ambassador, but I want to know what do you think that this network is helping to create real spaces of dialogue in the region, no? And during your mandate, which has been in a complicated context, which results do you highlight? And please be frank. What are the obstacles? What are the results? And what are the goals of the Al-Ain Foundation for the coming years? No? Thank you. Thank you so much, Mr. Chairman. Yes, the Al-Ain Foundation, of course, works with civil society in the region, and we are referred to as the network of networks. We have 42 in 42 countries, around 4,500 civil society organizations as part of our family of civil society organizations. Now, the question you raised is very relevant, Mr. Perret. First of all, is intercultural dialogue still important, still valid, still relevant at this time? And of course, I refer also to what Mr. Benjaloun had said about the fatigue. Yes, there is fatigue, there is frustration that maybe we haven't seen concrete results 25 years after the Barcelona Declaration. But I would say that the fact that we have not seen results should not prompt us to abandon the process. To the contrary, I feel we should cling to it even more, because not only do we have the old challenges of faulty perceptions on both sides, of hate speech on both sides, of discrimination, of racism, but also we have it new problems before the COVID-19 pandemic and even more after the pandemic. There are new problems, new challenges, and I think challenges that civil society in the region is facing come at the very top of the list. The civil society in the region is not really feeling well at this time, particularly, and in the past decades. Governments do not have the same view of civil society in the region. If we want to talk honestly about this, we need to look at civil society as a partner in development. But I have to say that this vision is not very clear in the minds of many people in civil decision-making positions in the region. How can we transform the perception of civil society to be that of an equal in development, an important part in building our societies? This is the biggest challenge, and it is not only empowering civil society financially,
but empowering it in terms of improving the perception to it. This is, for me, the biggest challenge. The NLM Foundation remains committed to working with civil society, to empowering it, and we feel the agony of civil society right now. We feel the pain that civil society in the region is right now, and we will respond in cooperation with all of our partners and stakeholders. Thank you so much. Thank you so much, Ambassador, for raising very frankly, some of the challenges of civil society, particularly in some southern countries. No? Tahar, je voudrais revenir un peu sur votre condition maintenant d'écrivain, d'intellectuel, en vous posant la question du pourquoi les intellectuels ne sont plus présents aujourd'hui dans ce dialogue interculturel, où ont perdu, en particulier dans un pays comme la France, où les intellectuels ont toujours joué un rôle de premier ordre, on ne les voit plus en première ligne. Ils ont été substitués d'une certaine manière ou par des journalistes, ou par des communicateurs, ou par les réseaux de communication. Euh, euh, Quel est le rôle des intellectuels et en particulier quel peut être et doit être le rôle d'un écrivain pour promouvoir ce genre de dialogue duquel vous avez parlé? Merci. Oui, d'abord, pour répondre rapidement sur la France, plus sur la France que l'Europe, je pense que l'époque des intellectuels comme Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Foucault, Mauriac, Camus, c'est des très grandes figures et cette période a disparu totalement. Et elle a été, comme vous avez dit, par des journalistes véhéments, qui ont des idées tranchées. Et on a beaucoup entre nous le déclin de la France, le déclin politique et culturel. Pourquoi? Parce que la classe politique française a perdu son âme et les valeurs pour lesquelles on s'est battu ne sont plus aujourd'hui respectées. Vous avez banalisation du discours raciste, une banalisation de la haine des religions, notamment l'islam, qu'on confond souvent avec l'islamisme et le terrorisme. Et tout cela fait que aujourd'hui la France n'est pas un pays de liberté totale comme on l'a dit. Il y a une pression. Il faut que, par exemple, aujourd'hui, plus personne ne parle de Palestine parce que les hommes politiques de ce pays ont fait un travail euh, très très profond d'assimiler la critique de la politique israélienne, comme on dit, la critique du sionisme, pour de l'antisémitisme, c'est-à-dire du racisme, de la haine des Juifs. À partir du moment où vous critiquez Netanyahou, la politique israélienne, vous passez pour un raciste, donc les gens ne disent plus rien. Et ça, c'est une question intolérable. Euh, c'est un déclin dans la mesure où beaucoup de choses ne peuvent plus être dites. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les intellectuels de nos pays, méditerranéens, arabes en particulier, ben, ça dépend de où vous vous trouvez. Il n'y a pas beaucoup de liberté. Regardez ce qui se passe en Égypte, où beaucoup d'opposants sont en prison, où le terrorisme arrête des gens qui pensent autrement. Euh, L'Irak est démoli, la Syrie, vous l'avez dit. Donc, il y a des faits non seulement de la politique, mais de la culture.
Or, la résistance se fait heureusement des écrivains publiés, des écrivains de l'unité, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de militarisme, je me souviens de l'époque où dans les années 80, il y avait beaucoup d'opinions autour de la Méditerranée, en Espagne, notamment à Barcelone, en Italie et ailleurs. Et il y avait justement parmi nous de très grandes valeurs, des grandes signatures, des grandes personnalités qui sont aujourd'hui soit mortes, soit silencieuses. Et c'est pour ça qu'il y a une tristesse aujourd'hui quand on parle de militarisme. Parce qu'il y a trop de pression sur la liberté, trop de dictatures cachent derrière des élections au niveau démocratique. Et ce qui fait que le vrai problème que nous avons aujourd'hui dans le monde arabe, euh, c'est le progrès important de la pensée islamiste, une pensée non pas musulmane, mais une pensée plutôt d'intégrisme, de fanatisme, et qui malheureusement euh, fait taire de, et nous n'avons pas la liberté de conscience. Ça, c'est quelque chose d'insupportable de ne pas pouvoir euh, croire ou ne pas croire, par exemple. Et ça, on est encore dans une situation où le combat pour la liberté n'est pas terminé. Merci. Merci beaucoup. Même si vos paroles ne sont pas très optimistes justement sur ce rôle des intellectuels, des écrivains. Moi, c'est spécialiste, je vois un peu les choses, comment elles se passent. Euh, vous voyez, bien souvent, pour prendre la question palestinienne, comment la question palestinienne a disparu des. On ne parle plus. Il y a un peuple Oui, oui. occupé, on en parle, fini maintenant faire la paix avec Israël, les Arabes font la paix, etc. Je suis pour la paix, bien sûr. Je ne suis pas pour la guerre. Mais il faut pas sacrifier un peuple D'accord, d'accord. qui n'a Euh, plus droit à l'existence sereine et. En tout cas, comme on disait en 68, le combat continue, n'est-ce pas? Ben, ah, Ça a été votre conclusion. Bien, je passe la parole à Naila Tabar. Je voudrais, Naila, que vous développiez un peu tout ce que vous avez dit justement dans votre première intervention sur cette difficulté, ce besoin de reconnaître l'autre, non? Et surtout de le voir avec les mêmes droits, hein, les mêmes devoirs que nous avons nous-mêmes dans nos pays ou dans nos cultures. Soyez franche, est-ce que le dialogue interculturel tel qu'il est véhiculé actuellement par les institutions, par l'Union européenne, par la Fondation Annaline, contribue à cette reconnaissance de l'autre? Ça, c'est une question. Et liée à cette question, est-ce que les femmes ont un rôle particulier dans ce besoin de reconnaissance mutuelle? Est-ce qu'elles peuvent aller au-delà? Nous sommes ici, la majorité de participants, au moins dans cette salle, sont des femmes. Ça a été mon expérience dans les années que j'ai passées en Alexandrie. Donc, quel est le rôle des femmes pour dépasser justement cette méconnaissance qu'il y a entre nous? Voilà, merci. Pas merci pour la deuxième question qui est très difficile, mais la première, merci pour cette question-là. En effet, je pense que la Fondation Anna Lindh a fait un travail très, très important pour le dialogue interculturel et a mis les fondations pour un dialogue interculturel tel qu'on veut l'avoir. Et non seulement le travail de dialogue ou de rencontre, mais aussi les recherches et les sondages qui nous permettent de savoir où on en est et qu'est-ce qu'on doit encore faire.
Donc, il y a 3 ans, on m'avait demandé d'écrire dans le rapport d'Anna Lindh sur les tendances interculturelles, donc qui est paru en 2018, Intercultural Trends. Et donc, pour écrire sur l'éducation, bien sûr, c'est à partir d'un sondage qui avait été fait autour donc de jeunes et de personnes des deux côtés de la Méditerranée sur différentes questions, dont des questions de valeur. Une des questions, j'avais trouvé les réponses alarmantes. Parce que la question était, est-ce que vous pensez que les personnes qui appartiennent à une culture différente ou une religion différente ont le droit doivent avoir les mêmes droits et opportunités que vous? Et les réponses étaient, en Europe, 7% étaient contre qu'ils aient les mêmes droits, et 23% étaient plutôt d'accord. Alors que ça devrait être vraiment une des valeurs fondamentales de ce qui fait l'Europe, l'égalité et la dignité humaine égale. Donc, on a à 30% des Européens qui ne sont pas vraiment convaincus que les personnes qui appartiennent à d'autres religions ou cultures devraient avoir les mêmes droits. La même question qui a été posée au sud de la Méditerranée, on a comme réponse 17% qui disent non et 22% qui disent plutôt d'accord. Donc ici, on est à 39% qui ne croient pas en cette égalité et égale dignité humaine, je dirais, des deux côtés. Donc ça, pour moi, c'est alarmant. Ça nous pousse à penser qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller plus loin. Pour moi, bien sûr, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai 2 réponses pour le moment. La première, c'est, on parle tout le temps dans nos cercles et avec Anna Lindh et la Fondation Anna Lindh, on parle tout le temps de l'éducation. Or, nous, à Diane, la Fondation Anna Lindh et d'autres qui travaillent dans ce thème-là, travaillent beaucoup sur l'éducation. On a vraiment fait beaucoup, on a formé des formateurs dans tous les pays euro-méditerranéens. Il y a toute une génération de jeunes aujourd'hui qui sont vraiment imbibés de ces valeurs. Or, eux portent ces valeurs, mais en politique, ils ne les voient pas. Donc, parfois, je dis que peut-être que nous, on devait faire un peu de halte côté éducation interculturelle et attendre que les politiques soient aussi au niveau de ce que nous éduquons. Parce que finalement, ce à quoi nous éduquons commence à sembler un peu idéaliste par rapport à la réalité du terrain qui est différente. Ça, c'est un point. Un autre point pour moi, c'est on a tellement parlé d'interculturel et on met de côté le religieux. Or, je pense, et ça c'est une position de la Fondation Indienne, que qu'on soit religieux, non religieux ou anti-religieux, on doit savoir traiter avec la question religieuse. Et on doit comprendre que des deux côtés de la Méditerranée, peut-être plus du sud que du nord, mais des deux côtés, ce n'est pas seulement nos cultures qui influencent notre manière de penser, mais c'est aussi nos religions et notre discours religieux et notre interprétation religieuse. Avec des interprétations religieuses qui voient l'autre comme moindre, on ne peut pas travailler à un total changement de perception. Je vais vous donner un exemple. On travaille, à la Fondation Indienne, on a voulu travailler la question du pluralisme du point de vue religieux. Ça veut dire ce que pense chacune des religions chrétiennes et musulmanes, on a travaillé sur ces deux religions spécifiquement, des autres religions. Et cela est très important, c'est un discours qu'il faut ouvrir aujourd'hui.
On ne peut pas s'éloigner de cette discussion et garder le sujet religieux comme tabou parce qu'il influence les chaînes de pensée. Tant qu'il y a des gens qui pensent d'une manière exclusiviste, et il y en a beaucoup, donc qui pensent que l'autre, il va aller en enfer et que l'autre, il n'est pas aussi important que moi parce qu'il ne suit pas ma religion. On a tellement, si je vous raconte les idées préconçues qu'on a et les généralisations qu'on a du côté interreligieux, ça va vous faire rire. On entend des choses comme, bon, du côté musulman en disant que les autres vont aller en enfer, du côté chrétien, on entend, voilà, les musulmans ne sont pas aussi beaux que nous et en plus ils sentent mauvais parce qu'ils n'ont pas été baptisés. Donc, vous voyez ces images qu'on a, elles permettent de continuer à perpétrer une image moindre de l'autre. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on attaque ces questions-là. Un des projets sur lequel nous voulons travailler, et en fait, je l'ai présenté maintenant pour la Fondation Annaline pour essayer d'avoir un fonds, c'est de mettre dans un seul ouvrage toutes les nouvelles théologies musulmanes pluralistes. Ça veut dire aujourd'hui, ça fait peut-être une centaine d'années, il y a beaucoup de penseurs musulmans qui ont travaillé la question de l'autre et des autres religions et est-ce qu'on peut trouver à partir du Coran, à partir de la tradition musulmane, ce qui nous pousse à dire que la diversité est voulue par Dieu et que les autres ne vont pas en enfer, mais que les autres religions sont aussi des voies de salut. Ce qu'on retrouve dans le ou dans le document de la fraternité universelle qui a été co-signé par le pape et par l'imam d'Al-Azhar, disant que voilà, la diversité religieuse fait partie de la volonté divine et donc que les autres religions ne sont pas, sont aussi des voies de salut. C'est pas aussi clair ce deuxième point dans la discussion, mais nous, on veut le faire d'une manière beaucoup plus claire. On a besoin d'entendre ce discours des deux côtés. Ça veut dire, du côté musulman, on a besoin d'entendre que, voilà, il y a à l'intérieur de l'islam plusieurs interprétations. L'une de ces interprétations est une interprétation extrémiste qui veut envoyer tout le monde en enfer, mais il y a d'autres interprétations et une de ces interprétations est une interprétation pluraliste qui voit les autres religions comme voie de salut. Ça, c'est important aux musulmans d'entendre, mais aussi aux chrétiens ou aux personnes d'autres religions d'entendre. Et de la même manière, il faut aussi promouvoir que du côté chrétien, nous avons Nostra Aetate, cette déclaration de Vatican II qui reconnaît les autres religions, elles aussi comme provenant de Dieu. Et donc permet de respecter la dignité humaine dans chaque personne, mais aussi de respecter leur foi. Ça veut dire parmi nos préjugés, nous voyons que l'autre, il est moindre parce que sa religion, elle est nulle. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on prenne en considération, qu'on n'ait plus peur de ce tabou et qu'on prenne en considération la question interreligieuse dans le dialogue interculturel, mais ne pas utiliser le dialogue interreligieux comme une escapade ou comme comment dire, pour ne pas faire face aussi à ce que je disais tout à l'heure, qui était reconnaître notre rôle historique politique les uns envers les autres et comment on s'est fait du mal les uns envers les autres. Parfois, il y a certains qui ont tendance à utiliser le dialogue interreligieux pour cacher un besoin de faire un dialogue politique et historique et un travail sur la mémoire qu'on doit faire. On ne peut pas aussi rejeter l'autre. Donc, c'est les deux. Merci. D'accord, écoute, merci beaucoup. Nous laisserons la question sur les femmes pour un autre débat. Ah ouais. C'est aussi important. Et nous avons maintenant, je crois, un quart d'heure à peu près pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions que quelqu'un veut faire ici dans la salle?
parmi les personnes qui assistent à ce débat, ou est-ce que nous avons une question qui nous arrive par mail, mais nous allons d'abord donner la priorité à la salle. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta aquí a la sala? No? No? Okay, so we have a question by Mariam Lutfi. The question is the following. Taking into account the specific different perspectives between the north and the south of the Mediterranean region, would you label them as advantages or disadvantages for intercultural dialogue? I don't know who wants to answer this question. Vous avez saisi la question en français aussi? Vous avez eu la traduction, oui? Donc, Ambassador, the floor is yours. Ambassador Sharif, would you like to answer? Yeah. No, there's no sound. No, there's a problem with the mic. No, I was muted. Okay. So I am back now. Okay. I think the question is important because it reveals what is needed in order to enhance the culture. We do not need to change the way we are in order, on both sides of the Mediterranean, in order to be more acceptable to the other. Acceptance of the other has to be with the way the other is. Okay? Because sometimes we would like to see the other from our own perspective, from the way we like them to be like us. But I think the challenge is to accept the other as they are. And this issue of perceptions is very complicated, and we are working very hard on it at the Academic Foundation in studying how it is formed, how it is affected, how it can be changed into a more objective perception. We have what we call the Intercultural Trends Report, which is published every 3 years, and we go to 10 countries in the region. We select 10 countries in the region each time to do a polling in these countries to see how people perceive each other. We have noticed that the perceptions are not as bad as the media portrayed. Unfortunately, media is playing a negative part in this regard. And I say this with pain because my background is journalism. We have worked with media to ensure that media covers people the reality on both sides of the Mediterranean objectively. We don't want media to beautify the other, but to reflect the other as they are and to put them and culture, their culture and civilization in the right perspective. So that's really what I want to say on this question. Thank you very much. Il y a une deuxième question que je vais traduire en français pour que les autres deux participants puissent répondre, et de la même personne, qui est la suivante. Étant donné que le partenariat euro-méditerranéen a été créé sur des valeurs communes il y a 25 ans, comment se fait-il que ce besoin impérial de développer un dialogue interculturel au niveau, à travers des politiques publiques ne soit pas une priorité au niveau politique? Je vais répondre.
Je peux répondre, André? Oui, oui, vas-y. Tout simplement parce que les dirigeants des pays méditerranéens sont des gens incultes et qui ne donnent pas beaucoup d'importance à la culture. Et pour eux, la culture c'est un peu quelque chose de très secondaire, et l'éducation aussi. Et ce qui fait que tout l'intérêt de ces dirigeants est donc c'est des armes à armer. Euh, un pays comme l'Algérie a 16 milliards de dollars d'armement. Le Maroc on est à 3 milliards. Et c'est un peu le reste du monde. Finalement, nous sommes dans des situations de conflit, euh, au lieu d'être dans une situation de complémentarité, d'unité et de partage. Le Maghreb, par exemple, aurait pu être une entité économique, linguistique, culturelle importante, comme l'a été l'Europe au début, dans les années 50. Malheureusement, euh, des égoïsmes de certains ont empêché que le Maghreb existe. Et ça, c'est un des malheurs, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les richesses du Maghreb ne sont pas partagées entre les Maghrébins. Et les peuples, vous voyez un peu ce qui se passe, encore une fois, en Algérie, avec des contestations depuis plus d'1 an. Et puis, il n'y a pas la possibilité d'ouvrir un dialogue et de constituer un Maghreb, ne serait-ce qu'un Maghreb de la culture. Voilà. Merci. Naila, pouvez-vous répondre à la même question dans une perspective qui ne soit pas celle du Maghreb de laquelle a parlé Tahar surtout, mais dans la perspective du Liban, du Moyen-Orient? Pourquoi les politiques publiques ne sont pas suffisamment claires et puissantes pour soutenir le dialogue interculturel? Voilà, c'est une question très très difficile. Je préfère la question sur la femme. Je peux revenir? Non, non, allez-y, oui, bien sûr. Ok. Allez-y, allez-y. Voilà. La question des politiques, je vais répondre très très vite et puis prendre la question sur la femme. La question les politiques, en fait, parce que c'est relié aussi à des questions géopolitiques aujourd'hui. Et parfois, les politiques identitaires sont plus bénéfiques pour ceux qui veulent avoir un plus grand auditoire. Nous sommes aujourd'hui à l'âge des populismes et on voit que ces populismes, ils travaillent sur l'identité et sur la peur. Donc moi, quand je dis, voilà, vous, chrétiens, ayez peur, les musulmans vont vous engloutir, ou vous, les sunnites, ayez peur, les chiites vont tout prendre dans la région. Je suis en train de galvaniser tous les gens pour me suivre. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus de followers, de personnes qui me suivent. Et cela, on le voit, que ce soit au Moyen-Orient, aux États-Unis, dans des partis d'extrême droite. Donc, nous voyons que voilà, le discours pluriel, le discours d'inclusion, d'ouverture, c'est pas le discours qui est à la mode ces jours-ci, je dirais. Et parce qu'il amène moins de personnes qui suivent. Et parce que c'est un discours qui est plus un discours rationnel et moins un discours émotif. L'autre est un discours émotif qui travaille sur les émotions, sur la peur les uns des autres. Donc ça, c'est une manière de répondre assez rapidement à cette question. Sur l'autre question, concernant l'apport des femmes, pourquoi j'ai voulu esquiver la question avant? J'ai peur des généralisations et j'ai peur de l'essentialisme. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Je pense qu'il y a des valeurs que nous portons tous, hommes et femmes. Je suis même
contre, aujourd'hui, de plus en plus contre les rôles sociaux dans le genre que, voilà, l'homme est le fort et la femme, c'est elle qui est celle qui porte la miséricorde ou tout ça. Bien que j'ai écrit l'islam pensé par une femme, pour dire qu'on avait besoin d'une interprétation de la religion plus inclusive, et je l'ai appelée féminine. Mais je pense que hommes et femmes peuvent avoir cette vision inclusive qui est qui ne porte pas jugement sur l'autre. Donc pour moi, c'est des valeurs, qu'on les appelle des valeurs féminines ou non, c'est des valeurs que nous pouvons porter tous ensemble, mais c'est surtout des valeurs d'inclusion. Peut-être qu'on peut les appeler féminines dans le sens parce que ça nous rappelle un peu la mère, la rondeur, celle qui embrasse. Mais aujourd'hui, ce que nous avons besoin le plus, c'est toutes les personnes, hommes ou femmes, des personnes qui ne veulent pas se présenter à travers le genre, mais qui se présentent à travers les valeurs qu'ils portent. Et c'est les valeurs d'inclusion et donc tout simplement de non-exclusion et de miséricorde et d'empathie. Merci Naïla. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, questions à poser, je voudrais remercier les trois participants. Ce n'est pas à moi à faire un résumé du débat qui a eu lieu. Je dirais tout simplement que pour qu'il y ait dialogue, il faut se dire la vérité. Hein, il faut se reconnaître. Il faut non seulement accepter l'autre, mais connaître sa culture, connaître son histoire et connaître aussi sa propre culture et sa propre histoire. Et c'est à partir de là que nous pourrons avancer. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt. À bientôt, j'espère. D'accord. Au revoir. Bonsoir. Bé, molt bé. Suposo que ara ja passem a la sessió següent. Ho sento per les moltíssimes dificultats que hi ha hagut de so, que ens han impedit entendre bé el que deia l'ambaixador Nabil Al-Sharif i Tahar Benjeloun. És una llàstima perquè estic segur que han sigut intervencions interessants, però bueno, ens ha salvat la Naila, no només perquè deia coses molt interessants, sinó perquè se sentia bé. I el diàleg intercultural té molts prerequisits, però un dels requisits és que et puguis sentir, perquè si no, evidentment, no hi ha diàleg. Moltes gràcies a tots vostès i fins la propera sessió. Doncs.